The City of Montreal held its second public consultation on its Commission sur le transport et les travaux publics. The goal of this second consultation was to discuss further universal accessibility as well as get the public's opinion on the deployment of the new measures for active mobility and universal accessibility in Montreal. Stay tuned for the whole council to hear more. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur le transport et les travaux publics et d'être avec nous ce soir grâce à la magie de la web diffusion. Donc, avant de commencer, en fait, j'aimerais rappeler que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka, les Mohawks, de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Donc ce soir, nous débutons une série de 3 assemblées publiques qui sont réservées à l'audition des opinions de personnes, d'organismes et de groupes qui ont souhaité se prononcer dans le cadre de notre consultation. Donc des personnes qui ont souhaité se prononcer sur ce qui pourrait être fait pour développer une stratégie globale visant un meilleur déploiement des mesures d'accessibilité universelle, facilitant la traversée des rues, ainsi qu'une plus grande inclusion des personnes handicapées et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active. Alors, je me présente, Laurence Parent. Je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et j'ai l'honneur d'être la présidente de cette commission. Comme le veut notre nouvelle tradition, je vais me présenter rapidement, visuellement. Donc, je suis une femme blanche. J'ai les cheveux bruns attachés ce soir et je porte une petite blouse. En fait, j'avais pas réfléchi trop à comment me décrire avant de me mettre à parler, avec des motifs un peu en forme de léopard. Donc, voilà pour ma petite présentation. Donc, j'invite mes collègues à y réfléchir avant de se mettre à parler, alors que moi, je ne l'avais pas fait moi-même. Mais maintenant, donc, je vous invite, chers collègues, à vous présenter et à vous décrire comme je viens de le faire. Donc, nous allons commencer avec notre vice-président, Monsieur Michel Bissonnette, maire d'arrondissement de Saint-Léonard. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, Madame la Présidente. Je suis un homme blanc. Je suis probablement le doyen de tous les élus qui siègent à la Ville de Montréal, autant au niveau de la ville et des arrondissements. Alors, j'ai 81 ans. Alors, je suis un peu âgé. J'ai fait un petit ACV il n'y a pas longtemps. Alors, donc, évidemment, j'ai repris un peu de santé au niveau de la CV que j'ai fait. Ça va bien, la santé, pour le moment. Alors, je suis là pour saluer un bon résultat et ce dossier que nous traitons aujourd'hui. C'est un dossier très important pour toute la population de la Ville de Montréal et incluant tous les arrondissements. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Monsieur Younes Boukala. Oui, bonsoir à tous. Donc, Younes Boukala, je suis conseiller d'arrondissement à la Chine. Donc, je suis d'origine nord-africaine. J'ai les cheveux noirs et j'ai mis une belle petite chemise, donc rayée. Donc, merci d'être parmi nous. Merci d'être avec nous. Maintenant, Madame Arish El Corbi. Bonsoir tout le monde. Je suis Arish El Corbi, je suis conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard. Je suis d'origine nord-africaine aussi. J'ai les cheveux blancs et la peau blanche et les yeux verts et je porte un chandail noir ce soir. Donc, bonne séance à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Peter McQueen. Bonsoir tout le monde. Je suis conseiller de ville à Notre-Dame-de-Grâce
dans l'arrondissement de Côte-Neige-NDG. Je suis à mi-chemin entre le jeune Younes Boukala et le doyen de notre conseil, le maire Bissonnette. Mon âge, 59 ans. Je suis un peu expert dans les transports. J'ai été sur les commissions de transport de la Ville de Montréal à maintes reprises et maintenant sur le CMM aussi pour toute la région métropolitaine. Et ce soir, comme d'habitude, je porte mes lunettes devant mon écran. J'ai les cheveux roux, mais une barbe plutôt blanche et j'ai encore mon habit en laine d'hiver vert un peu. Je le porte jusqu'à la Saint-Patrick, qui est dans 3 jours. Et la parade est dimanche. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et finalement, Madame Laurent Palestini. Merci beaucoup. Alors, je suis Laura Palestini, conseillère de ville pour l'arrondissement de La Salle. Ce soir, je porte des lunettes. Je suis femme blanche. J'ai les cheveux bruns avec mèche et je porte un chandail de couleur ivoire. Alors, je suis élue dans l'arrondissement depuis 2005, donc 5 mandats. Merci beaucoup et bonne séance. Merci beaucoup. C'est ce qui complète la présentation des commissaires présents ce soir. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de M. Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement à Verdun. Également de M. Enrique Machado, conseiller d'arrondissement à Verdun également. Et finalement, Mme Lindy Pollack, conseillère d'arrondissement à Outremont. Donc, ces 3 personnes sont également membres de notre commission, mais ne pouvaient malheureusement pas être avec nous ce soir. Je tiens également à souligner la présence de 2 interprètes en langue des signes québécoise, la langue LSQ, qui sont avec nous ce soir. Donc, Marie-Jacques Tremblay et Nadia Canuel. Merci d'être avec nous. Alors, je fais un rappel des objectifs de notre consultation. Le 18 janvier dernier, nous avons eu une assemblée qui nous a permis de vous présenter le document de consultation préparé par le service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Bien évidemment, ce document-là est toujours disponible en ligne, donc il est possible de le consulter à tout moment. Donc, je vous rappelle que cette démarche permettra de recueillir votre point de vue sur le déploiement des mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues, ainsi que les projets et initiatives favorisant la mobilité active à Montréal. Donc, l'étape de l'information de la consultation étant maintenant complétée, nous sommes réunis ce soir pour recueillir vos opinions et aussi pour échanger avec vous. Et je tiens à dire que pour toutes les personnes intéressées qui ne l'auraient pas encore fait, il est toujours possible de nous soumettre une opinion ou encore d'utiliser les divers outils qui sont disponibles en ligne. Nous avons un questionnaire. Il y a également une carte interactive où c'est possible d'ajouter des lieux précis à Montréal où il y a un obstacle ou encore un aménagement facilitateur. Et finalement, on a aussi un outil où c'est possible tout simplement de raconter votre histoire. Donc, tous ces outils-là sont disponibles sur la page Réalisons Montréal. Et la date limite pour participer à la consultation, c'est le 31 mars prochain à 17 heures. Donc, la date limite s'en vient à grands pas. Donc, je vous encourage à passer le message dans vos réseaux parce qu'il reste encore du temps. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques mots sur les communications en lien avec ce mandat. Donc, je vous rappelle que tous les détails relatifs se trouvent dans les avis publics. Les avis publics qui avaient été publiés dans 2 quotidiens montréalais en français et en anglais. Puis, les avis publics sont bien évidemment également disponibles sur le site web des commissions permanentes. Puis, cette consultation a aussi été publicisée par le biais des médias sociaux, par la diffusion de communiqués de presse et par l'envoi d'invitations personnalisées à plusieurs centaines de personnes et de groupes. J'en profite pour souligner notamment que les commissions sont présentes sur Facebook et sur Twitter. Et par ailleurs, tous les documents afférents à la consultation ont été rendus disponibles en ligne, mais peuvent également être transmis par la poste sur demande.
Donc, ne vous gênez pas si c'est un besoin que vous avez. Et je vous invite, bien évidemment, à consulter la page régulièrement de Réalisons Montréal ou encore le site web des commissions permanentes de la Ville de Montréal pour être informé de l'évolution de ce mandat et aussi de prendre connaissance de toute information complémentaire qui pourrait y être déposée. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe à la commission, c'est certain que ça va se rendre sur ces pages. Puis, j'aimerais également vous parler d'accessibilité, comme je l'avais fait lors de la séance d'information du 18 janvier dernier. Donc, en fait, pour vous rappeler toutes les mesures que nous avons mises en place pour favoriser la participation de toutes et tous dans le cadre de cette consultation. Donc, bien évidemment, l'édifice Lucien-Saunier, où auront lieu les prochaines séances publiques, c'est un édifice qui est accessible, qui est facile d'accès en transport adapté. La station de métro la plus proche, Champ-de-Mars, est également munie d'ascenseurs. L'édifice Lucien-Saunier dispose d'une entrée de plein pied, d'une porte automatique, de stationnement et aussi de salle de bain accessible. La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite et également équipée d'un système d'aide à l'audition. Et puis, dans le cadre d'un projet pilote, nous avons un service d'interprétation en langue des signes québécoise qui est offert pour toutes les séances publiques de cette consultation, sans même devoir faire la demande au préalable. Nous avons également un service d'interprétation en American Sign Language qui est disponible, qui peut être offert sur demande, présenté 5 jours à l'avance et sous réserve de disponibilité d'interprète. Et finalement, pour les personnes qui visionneront cet enregistrement en différé, il sera possible pour vous d'activer, les sous-titres en cliquant sur l'icône en bas de la fenêtre de diffusion. Voilà ce qui complète la section information. Maintenant, nous sommes rendus à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais commencer par en faire la lecture. Donc, en ce 14 mars 2023, au point 1, nous avons l'ouverture et le mot de bienvenue. Au point 2, nous avons la lecture et l'adoption du projet d'ordre du jour. Au point 3, nous avons le dépôt des opinions écrites ne faisant pas l'objet d'une présentation ce soir. Au point 4, l'audition des opinions sur notre consultation, la traversée des rues, mesures d'accessibilité universelle et mobilité active. Donc, au menu ce soir, nous avons Monsieur François Laforge, nous avons Moi, l'épinière et Motricité Québec, le RAPLIC et l'observation vieillissement et société. Et finalement, au point 5, la clôture de l'Assemblée. Donc, j'ai maintenant besoin parmi mes collègues membres de cette commission d'une personne pour proposer. Monsieur Boucala lève la main pour proposer l'ordre du jour. Est-ce qu'une personne appuie Monsieur Boucala? Je propose, j'appuie. Parfait. Nous avons Monsieur McQueen qui appuie. On a également vu à l'écran Monsieur Bissonnette qui a signalé son appui. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, nous sommes rendus au point 3, qui est le dépôt des opinions, des opinions écrites, des personnes qui sont pas avec nous, qui ne font pas, en fait, de présentation ce soir. Donc, ce sont des opinions qui ont été soumises par écrit. Donc, je vous informe que les opinions écrites qui sont déposées, présentées aujourd'hui, seront disponibles en ligne dès demain sur la page consacrée à la consultation sur le site web des commissions permanentes. Alors, ce soir, nous déposons l'opinion de M. Serge Trudeau. C'est ce qui complète ce point. Donc, nous arrivons au point 4, qui est l'audition des opinions. Donc, nous sommes finalement prêts et prêtes à vous entendre. Avant de commencer, j'aimerais donner quelques consignes aux personnes qui prendront la parole ce soir. Donc, je vais vous inviter à tour de rôle, selon l'ordre qui a été prévu au calendrier des séances et que je viens juste de dire. Donc, je vais vous inviter à activer votre micro, votre caméra, pour présenter votre opinion ou votre mémoire. Donc, vous pourrez, dans un premier temps, résumer environ une dizaine de minutes vos principales idées et recommandations. Puis, si nécessaire, nous allons vous indiquer de vive voix ou dans le clavardage le temps qu'il vous reste. Après 10 minutes pour vous inviter
à conclure. Évidemment, l'objectif derrière tout ça, c'est que tout le monde puisse être entendu équitablement ce soir, mais aussi lors des autres séances qui sont à venir. Donc, une fois votre intervention terminée, nous allons prendre le temps d'échanger avec vous pour clarifier ou pour approfondir certains éléments présents au besoin. Donc, moi et mes collègues commissaires pourront vous poser des questions d'éclaircissement si besoin. Donc, nous disposons d'environ 10 minutes pour cette période d'échange, ce qui veut dire un total d'une vingtaine de minutes par intervention. Alors, nous allons débuter de ce pas avec la présentation de François Laforge. Ce que je vous vois sur mon écran, je vois que vous activez votre micro, votre caméra. Alors, la parole est à vous. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'opportunité de vous présenter mon opinion sur ce sujet. Je suis François Laforge, résident de la Petite Patrie depuis maintenant 15 ans et j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'observe presque quotidiennement dans mon quartier. Et je comprends que cette période de consultation se porte plus sur l'accessibilité universelle, mais je me suis dit que si la ville va entreprendre le réaménagement des intersections et des traversées de rue, il faudrait peut-être aussi améliorer la sécurité. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon quartier. Entre autres, chez nous, entre autres dans la petite Italie où j'habite, ce sont les camions de livraison qui se stationnent aux intersections pour effectuer leur livraison. Et à cause de leur taille, ils cachent les panneaux d'arrêt. Le résultat, c'est que plusieurs véhicules passent tout droit à travers les intersections sans effectuer leurs arrêts. Le protocole actuel, c'est d'appeler la police. Par contre, une livraison peut prendre 10 à 20 minutes, tandis que la police peut prendre 45 à 60 minutes pour se présenter sur les lieux. Et le résultat, c'est qu'il n'y a aucune conséquence pour le livreur d'avoir créé cette situation dangereuse. Dans le document que j'ai déposé avec la commission, j'ai proposé quelques améliorations à l'aménagement des intersections et les traversées de rue, entre autres la création des zones de livraison plus loin des intersections, un peu comme les zones pour déposer les enfants aux garderies. Il y aura des zones réservées pendant le temps pour que ces gros camions de livraison ne cachent pas les panneaux d'arrêt et que tous les conducteurs puissent effectuer leurs arrêts parce que les panneaux d'arrêt sont visibles. Aussi, peut-être même mettre un panneau d'arrêt de l'autre côté de la rue. Donc, lorsque le panneau d'arrêt est caché de ma côté droite, celui à gauche est visible et donc, je le sais comme conducteur, je dois effectuer un arrêt. Troisièmement, quelque chose que j'ai vu dans d'autres villes, c'est que toute l'intersection soit légèrement surélevée. Donc, l'intersection devient comme un dos d'âne et ça oblige les conducteurs à ralentir au moins. Donc, même si le panneau d'arrêt n'est pas visible, ils savent qu'ils doivent arrêter ou ils doivent ralentir parce que l'intersection est prévue pour aussi les piétons. En terminant, j'aimerais glisser un mot sur la sécurité globale des intersections dans mon quartier. Et je trouve que la sécurité, malheureusement, pour tous les résidents, qui aient des limitations ou non, est en train de détérioriser. Il y a beaucoup trop de véhicules qui ne respectent pas les vitesses, qui ne respectent pas la signalisation et qui ne respectent pas la priorité des piétons dans les intersections. Donc, pour améliorer, je suis très pour l'amélioration des intersections pour l'accessibilité universelle, mais en même temps, j'encourage la ville de promouvoir plus de transports en commun, plus d'espace pour les piétons et plus d'espace pour plus de pistes cyclables pour améliorer la mobilité active. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laforge, pour votre présentation très claire, très succincte. C'est très apprécié. Donc, maintenant, je demanderai à mes collègues, est-ce que vous avez des questions, commentaires sur la présentation de Monsieur Laforge? Nous avons également un document écrit que vous nous avez soumis. Donc, ça sera disponible pour la lecture. Nous avons une question de
Monsieur Ledoux de l'Observatoire. Oui, monsieur Est-ce que nous prenons, en principe, nous ne prenons pas les questions des gens qui ne sont pas commissaires? Ah bon? Je suis désolée pour ça. D'accord, ça va, merci. Ça va? Merci. Donc, Madame Palestini. Oui, merci beaucoup. Ma question, au niveau de l'intersection que vous proposez de surlever, est-ce que c'est une intersection en particulier dans votre secteur ou est-ce que c'est plusieurs ou est-ce que c'est ciblé? On ne vous entend pas. Désolé, mon micro s'est muté tout seul. En fait, c'est plusieurs intersections. Ça fait quelques années que l'arrondissement a décidé de mettre des arrêts dans presque toutes les intersections du quartier, justement parce qu'il y avait trop de trafic qui circulait et c'était dangereux. Et donc, j'avoue que c'est presque toutes les intersections où que j'ai eu des comme j'appelle des close calls avec des autos. Justement, j'allais mentionner que c'est en moyenne, une fois par mois, j'ai un close call avec un véhicule qui traverse la rue, mais ce matin, avec la neige, ça m'est arrivé à 2 intersections différentes où que l'auto a passé carrément à travers l'intersection pendant que j'étais en train de le traverser. Donc, c'est un problème très général dans le quartier. Je trouve des conducteurs beaucoup trop pressés qui ne donnent pas la place aux piétons qui traversent les rues. Merci pour l'éclaircissement. Merci. Monsieur Bissonnette, vous avez une question? Oui, juste une petite question. Vous l'avez mentionné tantôt, mais là, évidemment que là, ce qu'on appelle la police, ça prend combien de temps? Vous l'avez dit, mais je ne me rappelle pas du temps exact. En fait, ça prend combien de temps en général quand quelqu'un appelle la police pour leur dire qu'il y a des camions qui se trouvent à être une nuisance pour ceux qui veulent aller traverser la rue? Combien ça prend de temps qu'on appelle la police avant que la police... Moi, j'ai indiqué 45 minutes à 60 minutes, mais souvent, quand j'appelle la police, la seule réponse que je reçois, c'est que nous allons envoyer un véhicule pour inspecter. Par contre, j'ai jamais observé que le véhicule de police arrive avant que la camion de livraison quitte les lieux. Si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a jamais de téléphone près du service qui est offert. C'est surtout des gens qui ont des cellulaires qui appellent la police à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. Moi, lorsque je vois cette situation, j'appelle la police pour indiquer qu'il y a un véhicule qui cache le panneau d'arrêt et qu'il y a des autos qui passent tout droit dans l'intersection. Et la réponse, c'est qu'ils vont assigner un auto de patrouille pour venir inspecter. Mais j'en ai jamais vu la police en train d'indiquer à un livreur qui doit se déplacer parce que les livreurs sont déjà partis. Merci beaucoup. Ça me va. On y répond. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre membre de la commission souhaiterait intervenir? Je ne crois pas. En fait, moi, la question que j'ai, c'est plus peut-être une invitation. Je ne sais pas si vous avez consulté nos autres outils en ligne, la carte interactive notamment qui permet d'ajouter des lieux précis. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à identifier quelques-unes de ces intersections-là dans votre quartier. Je pense Parfait, je vais faire ça. Super. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre présentation ce soir et votre engagement. Merci, ça me fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est éteint. J'invite maintenant Moi Lépinière et Motricité Québec à présenter. Ici, j'ai le nom de 3 personnes différentes. Donc, Ariane Gauthier-Tremblay, Marc Beggs, désolé si je n'ai pas bien prononcé votre nom, Beggs, et Adèle Liliane Noemnot, mais qui ne prendra pas la parole ce soir. Alors,
Je vous invite à procéder avec votre présentation pour une dizaine de minutes. Merci d'être là. Bonjour, mesdames et messieurs de la Commission sur le transport et les travaux publics. Merci de nous accueillir à ces audiences sur la traversée de rue de Montréal. Donc, comme Madame Parent nous a présenté, Marc Bex, mon collègue, est conseiller en intégration et moi-même, Ariane Gauthier-Tremblay, je suis organisatrice communautaire en défense de droits, tout comme Madame Adèle Liliane. Alors, Mémo Québec salue l'initiative de la consultation sur les traversées de rue et la volonté de Montréal d'améliorer l'accessibilité de son territoire à l'ensemble de la population. Alors, il y a, juste pour préciser, Moelle, épinière et motricité Québec est communément appelé Mémo Québec. Donc, c'est comme ça qu'on va en parler là, pendant la présentation. Donc, Mémo Québec a été créé en 1946 afin d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Des conseillers en intégration vivant eux-mêmes avec une blessure médulaire et des organisateurs communautaires les accompagnent dans leur démarche d'intégration. Mémo Québec collabore avec plusieurs partenaires pour soutenir la recherche et le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques. Plus de 1200 membres et 80 bénévoles dans toutes les régions du Québec contribuent à son dynamisme et à sa vie démocratique. Une équipe vouée à la défense de droits individuels et collectifs vise à sensibiliser le public, les décideurs et les employeurs aux conditions des personnes vivant avec un handicap. Oui, c'est à mon tour. Mémo Québec compte plus de 600 membres qui habitent et fréquentent la ville de Montréal. Nous travaillons aussi en concertation avec le réseau de la santé, avec des organismes municipaux et avec des partenaires communautaires et de recherche. Ce soir, nous attirons votre attention sur des problématiques identifiées par des personnes en situation de handicap moteur. Nous vous présentons des recommandations afin de rendre les traversées de rue plus accessibles et plus sécuritaires. Au-delà des traversées les plus achalandées, c'est sur tout le territoire de Montréal que ces personnes sont en droit de réclamer un accès. Avec l'évolution démographique et le développement urbain, on peut s'attendre à une présence plus étendue des personnes à mobilité réduite. Et agir dès maintenant sur la globalité du territoire nous semble avisé. Si les traversées de rue sont déterminantes dans les déplacements, encore faut-il pouvoir s'y rendre. Donc, réfléchir sur les traversées de rue accessibles et sécuritaires nous amène à réfléchir sur l'ensemble des chaussées destinées autant aux automobilistes qu'aux cyclistes, qu'aux piétons, qu'aux personnes à mobilité réduite et celles ayant des déficits sensoriels. OK. Voilà plus de 75 ans que Mémo Québec recueille les expériences et les pistes de solutions de ses membres en lien avec les déplacements dans la ville de Montréal. Rappelons que les membres de Mémo Québec sont principalement des personnes blessées à la moelle épinière qui se déplacent en fauteuil roulant. Comme les automobilistes attendent à voir des piétons standards traverser les rues, ils prêtent une attention en fonction de leur attente. La vulnérabilité des personnes se déplaçant en fauteuil roulant prend alors plusieurs formes. Évidemment, leur taille est plus basse qu'un adulte debout, ce qui limite leur visibilité et la portée de leur vision. Pour plusieurs, le temps de réaction est plus long et ça retarde la possibilité d'éviter des surprises. Leur vitesse de déplacement varie selon les personnes et les situations. L'espace requis pour passer et se retourner est plus ample. Des obstacles anodins pour des piétons sont souvent infranchissables pour des personnes en fauteuil roulant. Notre intervention s'appuie sur le principe d'autonomie, qui veut qu'une personne puisse circuler par elle-même sans avoir à recourir à une autre personne, comme un brigadier, par exemple. L'autonomie réfère aussi au fait de pouvoir faire des choix quant aux itinéraires et les moyens de transport les plus appropriés. Ralentir la circulation automobile est primordial. Nous savons tous que la vitesse réduit la capacité de réaction et augmente les dommages en cas d'impact. Dans les secteurs résidentiels, les saillies de trottoirs et les dos d'âne se révèlent une bonne façon pour obliger les automobilistes à ralentir. Donc, nous recommandons une installation plus répandue de ces dos d'âne.
Les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes en fauteuil roulant ont besoin de plus de temps pour traverser les rues. Donc, nous recommandons de prolonger la durée du feu piéton à décompte numérique afin de laisser le temps de franchir l'intersection de façon sécuritaire. Nous recommandons aussi l'installation d'un plus grand nombre de ces feux au carrefour plus achalandés. OK. Nous avons nommé plus haut que la visibilité ainsi que la portée de vision des personnes en fauteuil roulant sont plus limitées. Ainsi, l'éclairage supplémentaire nous semble nécessaire. Nous recommandons donc la bonification de l'éclairage des traversées de toutes les intersections. Repérer les noms des rues occupe l'attention souvent des automobilistes qui négligent alors leur vigilance envers les piétons ou les personnes en fauteuil roulant dans notre cas. Nous recommandons donc 2 panneaux par intersection pour indiquer le nom des rues. Pour les bateaux pavés, 3 problèmes sont souvent rencontrés. Celui de la pente, celui du seuil et celui de son repérage. La norme veut que les bateaux pavés aient une pente de 1,12. Il doit être fait de matériaux antidérapants et stables. Aussi, des seuils de bateaux pavés dépassent la norme de 13 mm comportent leur accès. Le marquage de bateaux pavés et des traverses est déterminant afin que les personnes en fauteuil roulant puissent les repérer, leur parcours et circuler en toute sécurité, et ce, malgré l'éblouissement du soleil ou de la pénombre. Nous recommandons la mise aux normes de l'ensemble des bateaux pavés sur le territoire de la Ville de Montréal. Nous recommandons aussi la mise en place d'un programme d'entretien des bateaux pavés visant à en maintenir dans le temps la qualité et la visibilité. La propreté des chaussées a une importance capitale lorsque nos mains propulsent nos déplacements. Les coins de rue sont souvent le lieu d'amoncellement de détritus, de poussière boueuse ou d'eau stagnante, ce qui expose les personnes en fauteuil manuel à des saletés ou même à des contaminants. Du sable et du gravier s'y retrouvent souvent aussi. Donc, nous recommandons un effort particulier au balayage et au nettoyage des traversées de rue et de leurs abords. L'hiver. L'hiver est un grand défi pour les personnes à mobilité réduite. L'accumulation de neige et de glace limite considérablement le déplacement et peut même les confiner pendant des jours. Elles empêchent aussi l'utilisation des rampes d'accès aux véhicules de transport adaptés. De plus, les bancs de neige compromettent la visibilité, la vision et la sécurité. Nous recommandons donc que le déneigement des trottoirs soit traité de façon aussi prioritaire que celui des rues, avec une attention particulière pour les bateaux pavés à leurs abords. Nous recommandons aussi au printemps que le marquage des traverses pour les piétons soit rafraîchi afin d'en assurer la visibilité. Quand les chaussées des trottoirs et des traversées sont endommagées, les personnes en fauteuil roulant sont contraintes à des détours sur des voies de circulation automobile, et ce, à leur grand risque. Lorsque les travaux de voirie empiètent sur les espaces de circulation, on observe souvent des aménagements temporaires pour rediriger la circulation piétonne qui n'inclut pas de rampe ou qui présentent des rampes non sécuritaires. Parfois, des pancartes ou des cônes sont mis en travers et bloquent le passage. Nous recommandons donc des directives claires et rigoureuses ainsi que le contrôle de leur mise en œuvre afin d'assurer la circulation sécuritaire des personnes en fauteuil roulant aux alentours des espaces de travaux de voirie. Au-delà de l'aménagement physique des lieux, l'accessibilité et la sécurité des traversées de rue relèvent du vivre ensemble et fait appel à la collaboration de toute la population. Nous recommandons donc une campagne de sensibilisation qui s'adresse à l'ensemble des usagers des voies de circulation. Les approches et les ressources devraient être diversifiées afin de rejoindre un large public. Voilà pour l'essentiel de la présentation. Memo remercie la Commission pour l'attention portée à nos propos. Notre visée étant de favoriser l'autonomie et d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, nous avions à cœur de porter leur voix dans le cadre de cette consultation. Nous espérons avoir pu contribuer à une meilleure compréhension des besoins spécifiques de nos membres, des personnes en situation de handicap, principalement blessés médulaires, qui sont eux aussi des citoyens aspirant à prendre part à l'espace et à la vie publique. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je présume que vous aviez
chronomètre à côté de vous parce que vous étiez vraiment dans les 10 minutes de façon très, très, très précise. Donc, chers collègues, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai M. Boucala qui a levé la main. À vous. Oui, oui, merci Madame la Présidente. Alors, merci énormément aux membres de MEMO d'être parmi nous. J'avais une question. En fait, je vous entends, en entendant vos préoccupations, j'aimerais peut-être vous entendre un peu sur toute la vision zéro de la ville de Montréal, parce qu'on parle justement de temps de traverse, de tout ça. Donc, peut-être un peu vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est aller plus loin? Est-ce que c'est un bon début? Donc, juste peut-être vous entendre là-dessus. Moi, je suis personnellement en fauteuil roulant, puis j'ai remarqué qu'effectivement, comme vous mentionnez, dans la dernière année, il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Je pense que ça peut toujours s'améliorer, là. On est toujours en quête d'amélioration. Mais oui, il y a un bon début de fait, puis si ça peut continuer, tant mieux. C'est un bon début. Parfait, super. Ça répond à ma question, Madame la Présidente. Parfait. Est-ce qu'un autre membre de la commission souhaiterait intervenir? Monsieur Bissonnette? Oui, vous avez parlé évidemment de ralentir la circulation automobile, c'est indispensable, les dos d'âne. Mais vous avez parlé du prolongement du feu de piéton, du prolongement du feu du feu de piéton. Quelles recommandations vous faites sur le ralentissement du feu de piéton pour que ça apporte, qu'on voit qu'il y a un changement qui soit approprié et considérable pour que les personnes qui ont de la difficulté à traverser puissent avoir le plus de temps possible. Quand vous faites une campagne de sensibilisation, on pourrait évidemment statuer là-dessus que le temps est ralenti pour vous permettre de mieux traverser le secteur que vous avez à traverser. Oui. Ah, ben vas-y, Marc, si tu veux. On n'avait pas vraiment évalué de temps. C'est juste que souvent, on constate que les gens sont stressés un peu de traverser, puis on ne voudrait pas qu'il y ait des incidents qui arrivent, puis on voudrait quand même... Je sais que les gens sont souvent pressés, là, ils attendent à la lumière rouge pour traverser en voiture, puis là, pendant qu'ils voient que les gens traversent, ça stresse tout le monde. Donc, je sais pas, peut-être rajouter un peu plus de temps. Là. On n'avait vraiment pas évalué la quantité, le nombre. Là. Il nous semble que 30 secondes est comme un minimum là, pour s'assurer là, que tout le monde arrive à bon port, arrive de l'autre côté. Donc, pour les feux à décompte sonore, là, je pense que c'est ça pour lequel vous avez posé une question, M. Bissonnette. Donc, au moins 30 secondes. Et en fait, le lien avec le ralentir la circulation, c'est plutôt mettre les dos d'âne pour ralentir la circulation. Et puis, prolonger le feu à décompte sonore, c'est pour permettre aux usagers des voies qui sont peut-être plus lents que la moyenne, d'avoir le temps, eux aussi, d'utiliser la voie de façon sécuritaire. Est-ce que vous avez évalué, parce qu'il y a des endroits que ça vous prend, les rues sont plus larges, d'autres places, les rues sont moins larges. Alors, quand c'est plus large, les citoyens qui sont en difficulté peuvent attendre au milieu pour d'aller sur le second signal, si vous voulez, là, pour finaliser la traversée de la rue. Oui, ça, c'est source de stress, ça, être à la moitié du chemin. Donc, là. Avez-vous des remarques là-dessus? Là? Est-ce que, en fait, c'est pas toutes il y a des rues qui sont plus larges à traverser. Il y a des endroits où c'est que, je sais qu'à Saint-Léonard, les gens se traversent la moitié, puis ça, ils font l'autre moitié après. Alors, c'est peut-être plus facile de cette façon-là. Oui. Évidemment, logiquement, ça devrait être le double. S'il y a deux voies de chaque côté, puis un plate-bande dans le milieu, ça devrait être le double parce que la distance est le double. Vous comprenez? C'est vraiment pas sécuritaire si quelqu'un arrête dans le milieu du chemin, comme vous dites, puis les voitures se mettent à passer de chaque côté, là. Ça devrait pas être. Là. Si la distance est le double, le temps devrait être le double. Ah, OK. Je comprends ce que vous dites. Merci. Merci beaucoup. Donc, tantôt, je me permets de dire, tantôt, quand vous disiez un feu avec un décompte sonore, je crois que vous vouliez dire avec un décompte numérique, hein, avec les chiffres, le décompte. Oui.
Parfait. Puis, je me permets aussi de dire, M. Bissonnette, quand vous avez posé la question de la traversée en 2 temps, j'imagine que vous aviez notamment en tête les îlots refuges. Les îlots refuges, c'est ça. Oui, c'est ça. On en parle de plus en plus. Il s'en fait quelques-uns. Donc, je sais pas. C'est sécuritaire, les îlots refuges. Donc, je ne sais pas de votre côté, à Mémo Québec, s'il y a des nouveaux aménagements d'îlots refuges que vous avez eu la chance de vivre l'expérience. Et si c'était une bonne expérience, ça peut être intéressant pour les membres de la commission de le savoir. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Vous n'en avez pas vu? Non. Dans mon quartier, j'en ai pas remarqué, donc merci. Je peux pas me... En fait, ça peut faire partie de la solution, mais en tant que usager de la route, parce qu'en fait, les piétons, les personnes en fauteuil roulant sont des usagers de la route et c'est quand même prolongé la traversée par une pause dans les îlots refuges, bien, pour plusieurs, c'est insécurisant. Et bien aussi, c'est comme... c'est leur imposer quand même de prolonger là, le trajet qu'ils ont à faire en faisant une pause qui nécessite quand même que qui nécessite là, que chaque direction, là, que les automobilistes puissent avoir leur tour dans chaque direction. Alors, le temps d'attente est quand même important là, dans l'îlot refuge pour quelqu'un qui se sent pas très en sécurité là, dans cet espace-là. Merci beaucoup. Madame Palestini. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Évidemment, beaucoup d'informations à retenir. Ma question se porte au niveau de la bonification de l'éclairage. Est-ce que l'élément bonification d'éclairage, pour vous, c'est une question de sécurité aux intersections ou est-ce que, selon vous, il y a un manque d'éclairage? Ben, personnellement, je pense que c'est les deux. Il y a un manque d'éclairage et aussi, ça serait définitivement plus sécuritaire s'il y aurait plus de lumière de rue. Je regarde chez moi, c'est quand même sombre. Là. Il y a des endroits c'est sûr qu'il faudrait agir de façon plus stratégique, là, où il y a plus de passages. Puis les passages sont plus fréquents que d'autres. Je pense que ce serait plus nécessaire d'augmenter le nombre de lumières. Je pense il y a un travaux. Je pense qu'il y a façon d'améliorer ça à ce niveau-là, au niveau sécurité. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre membre de la commission aimerait intervenir? Non, je ne crois pas. Donc, je vais me permettre de me donner un droit de parole à moi et de revenir à la question de la durée de la traverse. Je pense que c'est un élément assez important que vous avez soulevé. Dans le document de la consultation, on avait les chiffres là, des comptes numériques en fait qui sont mis en place à Montréal. Donc, on parle de 0,8 mètres secondes en général. Et dans certaines intersections, dans des zones, il y a une concentration plus grande de personnes aînées, par exemple, c'est 0,9 mètres secondes. Donc, je vais juste l'amener à votre attention. Peut-être que de votre côté, ça peut être intéressant d'ici la remise de votre opinion écrite, de le réfléchir de cette façon-là, là, en mètres secondes. Si vous avez plus d'informations pour nous à ce sujet-là, je pense que ça pourrait intéresser les membres de la commission d'avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Parce que chaque intersection est différente, donc il faut vraiment plus se baser sur le mètre seconde. Il n'y a pas de mètre seconde qui a été établi pour les personnes en fauteuil roulant, évidemment. Hein? Ben, je suis sûre que dans la littérature, il y a probablement quelque chose. En tout cas, c'est sûr que nous, on va s'assurer que c'est pris en considération, mais je vous lance l'invitation aussi de votre Oui, on va faire des recherches là-dessus. C'est bon. Parfait. C'est noté. Parce que je sais que vous allez déposer une opinion en format écrit dans les prochains jours.
Donc, ça peut être intéressant pour nous. Je ne sais pas aussi si vous connaissez des pratiques, peut-être dans d'autres villes ou dans d'autres provinces ou ailleurs, qui sont intéressantes. C'est sûr que ce genre d'informations pourrait nous intéresser, les membres de la commission. Puis, comme je l'ai mentionné à l'intervenant précédent, ne vous gênez pas aussi pour utiliser nos outils en ligne. Donc, peut-être dans vos quartiers ou près de Nemo Québec, s'il y a des intersections en particulier que vous souhaitez bonifier notre cadre en ligne, je pense que ce serait très intéressant pour les membres de la commission. C'est bien, merci. Ah, voilà, c'est mon minuteur qui sonne, les 10 minutes de discussion écoulées. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir présenté, de participer à nos travaux. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Donc, j'invite maintenant Mme Linda Gauthier du RAPLIC à nous faire sa présentation. Oui, alors bonsoir Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires. Tout d'abord, on tient à vous remercier de l'écoute que vous nous apporterez quant au mémoire lequel on s'apprête à vous commenter. Le RAPLIC est un organisme pan-québécois qui appuie et accompagne les personnes en situation de handicap, victimes de discrimination, à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion, toujours en visant l'éradication de cette discrimination, trop souvent faite à leur égard. Nous vous prions de bien vouloir noter d'ailleurs que notre mémoire sera déposée sous peu. Alors, les objectifs. La sécurité routière, est un enjeu crucial dans nos villes et nos quartiers, tout particulièrement aux intersections achalandées. La conception adéquate des traverses de rue est un élément clé pour réduire les risques d'accident pour tous les usagers de la route, en particulier pour ceux qui ont des besoins spécifiques tels que les personnes à mobilité réduite ou les personnes atteintes de handicap multiples. En effet, la conception des traverses doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que la visibilité, la distance à parcourir, les conditions météorologiques, les caractéristiques du trafic, l'accessibilité pour tous les usagers de la route, etc. Dans ce mémoire, nous allons exposer l'importance de bien concevoir les traverses de rue, en particulier aux intersections achalandées, en tenant compte des différents besoins et des facteurs de risque des personnes atteintes de handicap multiple. Nous allons également proposer des solutions et des recommandations pour améliorer la sécurité des traverses de rue pour tous les usagers de la route. Il est également crucial de travailler ensemble pour créer des espaces publics inclusifs. Cela signifie prendre en compte les besoins et les expériences des personnes handicapées dans la demande, la conception et l'utilisation de ces aménagements, ainsi que dans l'application des règles de circulation. Cela implique également une écoute active des personnes handicapées et de leur expertise. Les travaux de la Commission sont une grande opportunité, formidable pour accroître et favoriser l'inclusion des personnes handicapées au sein d'une ville et de quartiers plus inclusifs. En cette ère où la mobilité active comme la marche, le vélo et les transports en commun sont favorisés et peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également contribuer à créer des villes plus agréables, plus sûres et plus accessibles pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation socio-économique. Cependant, lors de discussions sur l'espace public, les discussions aux différents paliers politiques, qu'elles soient au niveau municipal ou provincial, les besoins des personnes handicapées sont rarement mis de l'avant. Quand ils le sont, les solutions trouvées ne sont toujours pas adéquates, car non conçues en tenant compte de l'expertise des personnes avec limitation. En fin de compte, le vivre ensemble, le souci ainsi que le respect des autres sont essentiels pour créer des espaces publics inclusifs et sûrs pour tout le monde, quelle que soit leur capacité et leurs limitations. Merci de garder en tête, lors de la lecture de ce mémoire, l'importance de ces groupes, de savoir vivre et de travailler pour améliorer l'accessibilité et la sécurité pour tous. Alors, on rappelle évidemment que le contexte juridique, qu'il y a la Charte des droits, évidemment, pour ne nommer que 3 articles les plus pertinents, l'article 1, qui nous parle de la sécurité, l'article 10 et l'article 15, qui parle de l'inclusion, évidemment. On a aussi la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Plusieurs articles aussi font état de la situation
du cas qui nous occupe ce soir, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, qui a été adoptée et en 2006 est ratifiée par de nombreux pays dans le monde entier. Les types de handicap, les différents types de handicap qui peuvent être concernés par la sécurité, les traverses de rue sont les suivants. Handicap visuel, bien sûr, handicap auditif, handicap moteur, handicap intellectuel et handicap cognitif intellectuel. Là, je ne lirai pas évidemment tout ça parce que je vais manquer de temps. Je voudrais préciser par contre la cécité ou la malvoyance. Au Québec, le Code de sécurité routière et la norme de construction libre d'obstacles du Québec ont établi plusieurs points de sécurité pour les traverses de rue destinés à être utilisés par les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Voici quelques-uns de ces points clés. Les intersections doivent être équipées de signaux sonores pour indiquer aux personnes non-voyantes ou malvoyantes quand il est sécuritaire de traverser la rue. Il est impératif que les signaux sonores destinés aux personnes non-voyantes ou malvoyantes soient clairement audibles et facilement reconnaissables, même dans le chaos auditif d'une ville bondée. Cela nécessite une tonalité et une intensité sonore adaptées, capables de se démarquer nettement de tous les autres bruits ambiants, et ce, à plusieurs mètres de distance, particulièrement aux intersections fortement achalandées. Les bandes polotactiles sont indispensables pour la sécurité des personnes non-voyantes ou malvoyantes lorsqu'elles traversent une rue. En effet, ces bandes de pavage sont spécialement conçues pour offrir une texture et des sensations tactiles distinctes permettant aux personnes non-voyantes ou malvoyantes de repérer l'arrivée d'une rue ou d'une intersection et de se diriger en toute sécurité. Là, je vais passer au mieux, j'y reviendrai sur vos questions. En ce qui a trait au handicap moteur, on fait du pouce, évidemment, sur ce qui a déjà été dit par Mémo Québec. On aurait peut-être des choses à ajouter. Encore là, je vais me fier peut-être un peu sur vos questions, mais notamment les points pour assurer une traversée sécuritaire pour une personne handicapée moteur, se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur ou d'un quadriporteur. Il est important de considérer plusieurs éléments, notamment la sécurité, l'architecture, le temps de passage, les panneaux de signalisation, la durée de vie de l'équipement. Les observations additionnelles. Bon, le feu sonore, il faut que le toc que doit émettre le bouton de la traverse en tout temps pour permettre aux personnes de le retrouver est imperceptible dès qu'on s'éloigne de quelques mètres. Les citoyens se sont plaints du volume. On est les uns contre les autres, se désolent-ils. Le dérangement des uns ne doit pas être une source d'exclusion ou de danger pour les autres. La Ville doit se doter d'une politique spécifique sur les feux sonores, travailler avec les autres niveaux de gouvernement, lorsqu'applicable, afin d'établir un processus d'évaluation rigoureux et un délai de livraison ainsi qu'un système de suivi convivial pour que le citoyen soit informé facilement de l'avancée de ses demandes. Un principe demeure, si une intersection est assez dangereuse pour qu'on mette un feu de traverse pour piétons, elle est d'autant plus dangereuse pour les personnes qui sont en basse vision ou avec aucune vision, ou sans aucune vision plutôt. Nous devons arriver à créer des aménagements favorables à un partage harmonieux pour tous les usagers, qu'ils soient personnes avec limitation se mobilisant avec un fauteuil roulant manuel ou électrique, un déambulateur ou une canne, les piétons, vélos, cyclistes et automobilistes. Observation additionnelle, une des particularités des automobiles électriques et certains modèles de voitures hybrides sont tellement silencieuses qu'il est difficile pour quiconque, mais notamment pour une personne sourde ou malentendante, de pouvoir pressentir la venue d'un tel véhicule. Nous croyons que la Ville doit faire toutes les représentations possibles afin qu'un dispositif sonore soit obligatoirement installé sur ces modèles de voitures afin de préserver la sécurité de toute personne handicapée ou non. La sécurité de nos personnes handicapées, c'est l'affaire de tout le monde. La sécurité des personnes handicapées lors de traversées de rue dépend aussi en grande partie du comportement des autres usagers de la route, tels que les automobilistes, camionneurs, cyclistes et piétons. Chacun de ces groupes joue un rôle crucial pour assurer la sécurité des personnes handicapées sur les routes. Les automobilistes et camionneurs doivent être particulièrement attentifs aux traversées piétonnes et respecter les panneaux de signalisation, les feux de circulation et les arrêts obligatoires afin de garantir la sécurité des personnes en situation de handicap.
Il est important de se rappeler que les personnes handicapées peuvent avoir besoin de plus de temps pour traverser la rue et que certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés à se déplacer rapidement ou réagir rapidement en cas d'urgence. Les cyclistes doivent également être vigilants et respecter les traversées piétonnes, tout en restant attentifs aux personnes en situation de handicap qui pourraient avoir besoin de plus d'espace sur la route pour se déplacer. Enfin, les piétons ont également un rôle important à jouer dans la sécurité des personnes en situation de handicap lors de traversées de rue. Ils doivent traverser uniquement au passage piéton désigné, en respectant les signaux de circulation et en gardant un œil attentif sur les personnes en situation de handicap qui pourraient traverser à proximité. En somme, la sécurité des personnes handicapées sur les routes dépend de la coopération et de la vigilance de tous les usagers de la route. En respectant les règles de la route et en étant attentifs aux personnes en situation de handicap, nous pouvons tous contribuer à rendre nos routes plus sûres et plus accessibles pour tous. En conclusion, les personnes ayant un handicap moteur peuvent avoir des difficultés à traverser une rue en raison de la présence d'obstacles physiques tels que des trottoirs élevés ou des surfaces inégales. Enfin, pour garantir une sécurité maximale, il est important que les voitures soient tenues de s'arrêter complètement avant la ligne de traversée piétonne pour donner suffisamment de temps aux personnes en état de surdicécité pour traverser en toute sécurité. Est-ce que je peux savoir combien de temps il me reste, s'il vous plaît? Moins 5 secondes. Alors, je vous remercie. Juste ajouter que le temps de traverse, non, ça va aller. Non, mais allez-y, on n'est vraiment pas... Non, ça va, tout à fait. Oui, je vous remercie de m'avoir écrit. Mais merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période d'échange également d'une dizaine de minutes. Je pars mon chronomètre et j'invite mes collègues commissaires à lever la main si il ou elle souhaite poser une question à Mme Gauthier. Pas de main levée. Que se passe-t-il? Bon, ben, je vais prendre... Monsieur Boucala. Allez-y. Oui, merci Madame la Présidente, merci Mme Gauthier du Rapplique. Je voulais vous entendre, vous avez beaucoup parlé de tout ce qui était le temps de traverse et tout ça, et vous avez mentionné un élément intéressant par rapport aux voitures électriques. Donc, j'étais un peu curieux de savoir, puisque bon, malheureusement, la Ville de Montréal, on ne peut pas demander à ce que toutes les voitures électriques, mais c'est plus peut-être par rapport à peut-être d'autres législations peut-être québécoises ou fédérales. Donc peut-être juste vous entendre un peu plus là-dessus. C'est vraiment intéressant. Ben, je pense que la Ville de Montréal est peut-être plus, pas peut-être, définitivement plus influente que moi je pourrais l'être, ou même l'ensemble de mes collègues au Rapplique pour influencer les compagnies, les concepteurs de ces voitures-là. Je sais pas, il doit y avoir sûrement des recommandations qui pourraient être faites aux concepteurs de voitures électriques, que ce soit Mitsubishi ou une autre marque, là, en fait, à savoir s'il y a un dispositif quelconque qui soit installé là-dessus, parce que une personne aveugle ne les entend pas venir. Hein. Et encore moins, mais je veux dire, quelqu'un qui a un problème d'ouïe. Alors, c'est extrêmement dangereux. Je pense je suis foncièrement consciente qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être fait par rapport à ça. Et on demande de l'aide de la Ville, en fait, de tous les paliers gouvernementaux pour influencer les concepteurs automobiles. Super, parfait. Ben, ça répond à ma question. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci pour la question, puis merci d'avoir amené cet enjeu-là dont on n'a pas encore discuté à la commission. Donc, merci de le mettre sur notre radar. Vous avez parlé des feux sonores et du volume qui parfois n'était pas assez fort pour être entendu. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu des cas ou des exemples où ça s'est produit? Et en fait, c'est clair qu'on va bonifier notre... oui, ben, il y a eu, en fait, c'est quand même difficile d'évaluer le niveau de décibels, à savoir ben, à quel volume il est, puis à quel volume qui serait souhaitable. C'est
ça nous a été rapporté comme quoi il n'était pas suffisamment fort, je le disais. Puis là, on s'éloigne, évidemment, puis on approche le milieu, puis à cause de la circulation qui est souvent dense, dépendant des heures et tout ça. Mais il faudra, évidemment, être peut-être plus encore à dépasser l'écoute des plaignants, des plaignantes, et aller au-delà de ça, puis peut-être vous rapporter qu'à telle intersection, le niveau semblait trop bas, puis ça serait peut-être à vos ingénieurs, j'imagine, d'être capable de prendre le niveau de décibels requis, là, celui déjà existant. Ben merci. Dans le fond, comme j'ai dit aux autres intervenants aussi, s'il y a des lieux précis, vous pouvez ajouter ces lieux-là là, dans notre carte interactive. Ça peut être une façon de l'indiquer. Puis, comme les autres intervenants aussi, vous avez encore quelques jours pour rédiger votre mémoire. Fait que ça peut être intéressant de le bonifier avec ces choses-là. Il y avait également la question de la traverse. Vous avez, comme Mémo Québec, soulevé l'enjeu d'une traverse qui est peut-être pas assez longue. Est-ce que votre côté, vous nous avez entendu tantôt là, discuter de mètres secondes, des choses comme ça? Est-ce que vous avez c'est très pertinent. Oui, excusez-moi. C'est très pertinent. Moi, je dirais que c'est relatif selon, évidemment, l'endroit, la traverse. Bon, le temps de traverse devrait être plus long, excusez-moi, selon l'achalandage automobile et la longueur en pied d'une intersection aux ingénieurs de la ville à évaluer le temps nécessaire d'une traverse sécuritaire. C'est ça. Je pense que c'est, comme je disais dans un des premiers paragraphes, c'était de travailler ensemble pour arriver. Moi, je me prétends pas ingénieur, mais je suis définitivement une usagère. Alors, voilà. Mais on va définitivement bonifier notre mémoire. On a encore quelques jours. Parfait. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir? Sinon, je vais le faire. Vous avez parlé tantôt d'un système convivial qui pourrait être mis en place là, pour, je pense, faire le suivi des intersections avec des mesures d'accessibilité. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur ça et peut-être un peu mieux expliquer ce que vous aviez en tête. Laissez-moi un système convivial. Parce que moi, je n'ai pas vraiment contribué à la rédaction du mémoiur. Je l'ai relu et puis je le présente. Pas de stress, il n'y a pas de réponse immédiate. Vous avez la possibilité de soumettre le mémoire par écrit de toute façon. Mais peut-être, en fait, donc, je vous inviterai. Il y a des moments où est-ce que vous dites, ah, j'ai pas le temps de parler de ça, j'ai pas le temps de parler de ça. Il nous reste 3 minutes, donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé mentionner aux membres de la commission ce soir. Laissez-moi voir pendant 1 minute, puis je vous lirai pendant 2 minutes. Ça ne sera pas très long. N'importe quel point. En fait, écoutez, oui, c'est ça. J'aurais peut-être voulu revenir là-dessus là, pour assurer une traversée sécuritaire. Je disais que la sécurité est essentielle, garantir la sécurité de la personne handicapée tout au long de la traversée. Cela peut inclure l'installation de rampes d'accès, de balises sonores, de signaux sonores et visuels pour les feux de signalisation, ainsi que des bordures surélevées pour indiquer les limites du trottoir. L'architecture, il est important de prendre en compte l'architecture de l'intersection et de s'assurer que les trottoirs sont suffisamment larges pour permettre le passage d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur ou d'un quadriporteur, qui peut également être nécessaire d'installer des ascenseurs ou des rampes d'accès pour permettre aux personnes de franchir les obstacles tels que les trottoirs surélevés. Le temps de passage, il est important de garantir le temps de passage, on vient d'en parler. Les panneaux de signalisation, doivent être clairs et faciles à lire même pour les personnes ayant une déficience visuelle. Les panneaux doivent également être installés à une hauteur appropriée pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes de petite taille. La durée de vie de l'équipement doit être utilisé pour assurer la traversée sécuritaire des personnes handicapées et doit être régulièrement inspecté et entretenu pour garantir son bon fonctionnement. Les éléments liés tels que les rampes d'accès, les ascenseurs, les signaux sonores et visuels et les bordures surélevées doivent être remplacés ou réparés en cas de besoin. Considérant ces éléments, les autorités locales
peuvent mettre en place des solutions adaptées pour assurer une traversée sécuritaire pour les personnes handicapées. Bon, voilà. Mon 2 minutes doit expirer. Il reste encore une petite minute, mais c'est parfait comme ça. On me donne le temps de reprendre mon souffle. Oui, c'est ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'audience ce soir et merci de nous soumettre votre mémoire et de parler de notre consultation à vos membres. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Donc, nous sommes maintenant à aux derniers intervenants de la soirée. Donc, j'invite les représentants de l'Observatoire Vieillissement et Société à nous faire leur présentation. Donc, M. André Ledoux et Mme Alida Piccolo. Merci d'être avec nous ce soir. La parole est à vous pour les 10 prochaines minutes. André, on t'entend pas? C'est monsieur Mesdames et messieurs, avant de vous présenter les recommandations de notre mémoire, j'aimerais vous dire un mot de... Oui, ça va? Est-ce le mot d'introduction, puis je passe aux recommandations? Non, je fais l'introduction, d'accord? Alors, un mot simplement de notre organisme, l'Observatoire Vieillissement et Société. Alors, nous sommes un organisme à but non lucratif et nous survivons avec la générosité de nos nombreux bénévoles. On poursuit une double mission. D'abord, la lutte contre l'âgisme et puis on se préoccupe également du mieux-être des personnes âgées. Alors, pour réaliser cette double mission, nous avons plusieurs activités. Actuellement, on a mis sur pied une campagne de sensibilisation à l'âgisme. Nous avons des ateliers qui sont organisés dans différents endroits. Ce mois-ci, nous serons dans certains cégeps de Montréal. Nous avons également des conférences OVS qui ont touché à différents sujets comme la santé des aînés, la prévention des chutes, la consommation des médicaments, des propos sur la longévité. Il y a également une autre activité qui s'appelle Espace Réflexion, où l'on aborde différents thèmes qui intéressent les personnes aînées. Et ces thèmes sont débattus. Nous sommes également présents dans la société québécoise par la production de nos mémoires. Notamment, nous avons présenté 2 mémoires sur les projets de loi 52 et 11, des mémoires que nous sommes allés présenter à la Commission parlementaire du Québec. Et ce soir, eh bien, nous sommes très heureux de participer à la consultation en vous présentant notre mémoire. Alors, je vais céder la parole à Mme Piccolo qui va vous parler des recommandations. Oui, merci. Alors, bonsoir, Madame la Présidente et Madame et Messieurs les commissaires. Alors, on n'est pas des spécialistes au niveau de la mobilité des traverses de rue, mais on a été très attentifs. On a relu les documents de présentation à plusieurs reprises. Et voilà, on a décidé de vous soumettre le mémoire. Alors, quelques mots d'introduction généraux. Puis ensuite, je vais passer à vous présenter les 13 recommandations qui sont déjà affichées à l'écran. Bon, premièrement, on veut souligner vraiment, on est d'accord avec l'ensemble des recommandations qui sont là. D'ailleurs, on voit déjà le bienfait dans certains quartiers, les travaux qui vont dans ce sens-là. Alors, premièrement, au niveau de la terminologie qui est utilisée, on veut souligner l'inclusion, la définition de l'inclusion, tout ça excellent. Par contre, au niveau, vous utilisez le mot bénéficiaire dans vos documents et j'ai remarqué que ce soir, personne n'a utilisé le mot bénéficiaire, mais on utilise plutôt usager. Alors, ce serait d'en tenir compte. Des termes comme pour nous, là, qui ne sommes pas nécessairement dans ce domaine, mélodie sonore, il n'y avait aucun parmi nous là, qui avait constaté des mélodies sonores. Aussi, on se posait des questions au niveau du mobilier urbain. Est-ce que les feux sonores font partie du mobilier urbain? Et non plus au niveau de les rues partagées, par exemple,
bon, c'était pas clair le concept pour nous. Alors, on aimerait que certains termes soient clarifiés. Au niveau de la norme, on en a parlé ce soir. Nous aussi, on se pose la question au niveau de la norme 0,9 m secondes. Là, on se demande vraiment si elle est toujours, premièrement, est-ce qu'il y en a beaucoup là, que cette norme-là est implantée, puis si elle est toujours adéquate. Ensuite, on s'est tranché aussi au niveau on a été très interpellés au niveau des intersections dangereuses. Dangereuse, il y a une carte interactive, mais elle n'est pas si facile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce genre de document. Alors, au niveau de l'information qui est transmise aux citoyens et vice-versa, on trouve que parfois, malgré tous les efforts qui sont faits, que c'est pas si fluide que ça. Dans la section comité d'experts, on n'a pas vu la personne qui représente les aînés n'est pas mentionnée. Alors, on se demande pourquoi. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui représentait les aînés? Et bon, les défis de l'hiver, bien sûr, l'hiver pour les personnes âgées, c'est un défi, mais ça, on l'a déjà mentionné au niveau des trottoirs, des chaussées qui sont glacées. Alors, alors maintenant, je vais vous présenter de ces observations générales découle un certain nombre de recommandations, 13 recommandations. Et vous allez voir que quelques-unes de nos recommandations rejoignent les recommandations de MEMO. Alors, la première, que l'on considère l'importance d'expliciter certains termes ou concepts, tels que la mélodie sonore, le mobilier urbain, la réduction des longueurs des traverses en fonction des divers usagers. Deuxième, qu'une analyse des besoins puisse déterminer le temps requis pour traverser sécuritairement au feu à des comptes numériques en tenant compte des catégories d'usagers. La norme 1.9 dont on a parlé aujourd'hui, est-elle vraiment implantée et est-elle adéquate? On se demande vraiment, là, par exemple, là où il y a des résidences pour personnes âgées, si ça a été testé, est-ce qu'on l'a testé vraiment avec des personnes âgées à motricité réduite? Le 3, que l'on multiplie l'installation des feux à des comptes numériques. 4, que l'on mette à jour la liste identifiant les secteurs et les intersections conformes et d'autres considérés comme dangereux et en observation. Qu'une information pertinente soit diffusée en regard des endroits dangereux où des accidents surviennent régulièrement. Bien sûr, c'est pour la sécurité des citoyens. Que les personnes aînées soient impliquées et fassent partie des différents comités de travail et de la ville. Alors, on se demande vraiment si les personnes aînées sont bien intégrées au niveau de ces divers comités. Que la ville examine la possibilité d'installer des trottoirs chauffants pour résoudre certains problèmes de déplacement en hiver. On est très conscient que les trottoirs chauffants ne peuvent pas être installés là, à travers la ville, mais peut-être il faudrait considérer, par exemple, certaines plateformes. Par exemple, le terminus Henri Bourassa, l'attente des autobus, les autobus de Laval viennent, ils partent vers Laval et ils desservent tout le nord de la ville, mais les attentes se font à l'extérieur. Et malgré le déneigement, là, la chaussée du terminus, elle est souvent glacée et il y a des chutes. Moi-même, j'ai chuté un hiver au terminus. Alors, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, au-delà des trottoirs, des plateformes, là où ce serait pertinent d'avoir des installations chauffantes? Les recommandations 8 à 12, ça concerne l'information, la communication en lien avec ce sujet. Par exemple, que l'on prévoit, ça c'était déjà mentionné, je pense, par les représentants de MEMO, que l'on prévoit une campagne de sensibilisation et d'information dans les principaux médias sur des mesures qui seront prises en matière de traverse de rue et d'accessibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire à ce niveau-là. On l'a mentionné, malgré le fait que dans les rues, dans certaines traverses de rue, la priorité est aux piétons, mais c'est vrai que certains conducteurs de voitures passent tout simplement à travers. Alors, c'est très, très, très dangereux. On recommande de publier sur les sites Internet les mesures d'accessibilité mises en place dans les centres, les arrondissements. Une autre recommandation
que l'on informe mieux les piétons et les automobilistes sur les mesures d'accessibilité universelle. Les piétons aussi, parfois, on voit des piétons qui ne traversent pas au coin de la rue, aux traversées qui sont identifiés. Alors, il y a danger autant pour les piétons que pour les automobilistes. Et dans les campagnes de sensibilisation, il y a les médias, bien sûr, mais il y a aussi tous les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes des personnes aînées et des personnes qui ont certains handicaps. 11, que l'on clarifie et simplifie la démarche à suivre pour le citoyen qui peut signaler un problème d'accessibilité universelle. Ça semble très compliqué. Alors, le document mentionne le 311, mais au-delà du 311, d'appeler le 311, est-ce qu'il serait possible d'avoir un numéro de téléphone? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une adresse courriel et simplifier la démarche là, pour le citoyen? Ça semble assez complexe, là, quelqu'un qui n'est pas habitué là, d'être en communication régulière avec la Ville de Montréal. Le numéro 12, que l'on précise et fasse connaître le rôle de la Ville-Centre et des arrondissements dans l'implantation, la réalisation et l'entretien des mesures d'accessibilité universelle et le faire connaître. Alors oui, les rôles sont partagés, c'est bien indiqué, mais pour le citoyen moyen, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de faire que ça soit, que les travaux se fassent. Oui, là, j'aimerais mentionner aussi, on a vu que dans les échéanciers des travaux, les travaux vont jusqu'en 2029. On estime que c'est vraiment très loin cette cible-là. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de faire certains travaux bien avant le 2029? La dernière recommandation, elle est la dernière mais non la moindre, c'est vraiment une recommandation au niveau de la reddition de comptes. On a constaté en lisant les documents de consultation, il n'est nulle part mentionné comment on va faire l'évaluation. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer le travail qui va être accompli? Alors, la mesure 13, que l'on exige que chaque arrondissement ait un plan de mise en œuvre des mesures d'accessibilité et en rende compte dans son rapport annuel. Alors, pour nous, c'est quand même une recommandation capitale, assez importante pour s'assurer que les mesures soient bien mises en place dans l'ensemble des arrondissements. Alors voilà, merci. Ce sont les recommandations de l'OBS. André, est-ce que tu souhaites un mot de la fin? Un tout petit mot parce que les 10 minutes sont écoulées. Sont écoulées. Bon, alors, merci. Alors, je veux dire le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. On va répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous avons déjà une main levée. Monsieur Peter McQueen. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation. Elle était intéressante. Elle a quand même beaucoup de recommandations. Une en particulier a capté mon attention, c'est les sidewalks, heated sidewalks, les trottoirs chauffés. Ce serait certain que ça pourrait améliorer la vie de tout piéton, et spécialement les aînés, etc. Ma question, c'est, est-ce que vous avez beaucoup d'informations ou de comparaisons d'autres villes ou sections de villes au monde qui ont des trottoirs chauffants et quelles sont leurs expériences, spécialement pour les aînés et les gens handicapés dans cette situation? Je ne peux pas vous répondre de façon très, très précise, mais j'ai lu dans les journaux il y a quelque temps qu'il y avait des villes nordiques qui avaient implanté dans une partie de leur infrastructure des trottoirs chauffants. Mais je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Je sais que ça existe ailleurs. Il faudrait juste faire des recherches pour voir quel est l'impact en fin de compte de ces mesures-là. Est-ce que vous avez déjà pensé que pour pouvoir payer des trottoirs chauffés, il faut une certaine densité, que c'est plus économiquement viable si on a des tours de 10 étages plus ou je ne sais pas, une certaine densité par hectare? Ben, écoutez, je ne peux pas vous donner des choses scientifiques, là, mais c'est sur de ce que j'ai lu. Oui, bien sûr, il faut une densité. On ne pourra pas installer des trottoirs chauffants quand il y a une personne, peut-être par jour ou 2 jours, qui se promène. Alors, c'est de voir vraiment les points stratégiques. Par exemple, moi, je connais bien en quartier-ville,
Alors, Henri Bourassa et Saint-Laurent, là, c'est très achalandé. Le terminus Henri Bourassa pour prendre le métro, c'est très achalandé, là. À l'heure de pointe, là, c'est la foule. Alors, bien sûr, il faut une certaine densité, puis il faut vraiment identifier les endroits où ce serait le plus porteur et peut-être de voir aussi là où il y a le plus d'accidents au niveau de, par exemple, l'hiver. Combien de chutes est-ce qu'il y a parce que le trottoir était glacé ou parce que la chaussée était enneigée? OK, finalement, je vais finir avec un commentaire. Il y a à NDG, et j'ai vu à Westmount aussi, des gens qui ont des stationnements chauffés, des fois assez grands pour 2-3 voitures. Je pense à une place à Westmount, mais aussi une place ici à Notre-Dame-de-Grâce. Et je trouve ça un peu aberrant que là, un chauffeur, tu sais, pour une auto privée qui est utilisée pas très souvent, il peut payer ça. Et que nous, la STM, disons, les sections de trottoir entre où les gens descendent des autobus et où ils rentrent dans la station de métro, achalandés par des milliers de personnes chaque jour, peuvent pas être chauffés aussi. Alors, je laisse ça comme commentaire que si des gens peuvent payer pour un stationnement pour 3 autos, ça peut pas être aussi cher que ça. Et peut-être la STM devrait penser à des trottoirs chauffés devant leurs entrées de métro jusqu'à où les autobus laissent les gens sur le trottoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense que des trottoirs chauffants, c'est une proposition qui fait rêver plusieurs personnes. Est-ce qu'un autre membre de la commission souhaite intervenir, soit par un commentaire ou une question pour nos 2 intervenants de l'Observatoire? Non, je ne vois pas de main. Donc, je m'auto-donne un tour de parole. Vous avez parlé de l'importance d'impliquer les personnes aînées. J'aurais aimé vous entendre un petit peu plus là-dessus, dans le sens où est-ce qu'il y a des formes de participation qui sont plus accessibles pour les personnes aînées, peut-être un format, que ce soit des lieux, des méthodes, un moment de la journée. Je suis juste curieuse d'en savoir plus si vous avez pour nous des suggestions ou des recommandations pour s'assurer que les aînés se sentent bienvenus à participer. Est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît, Madame Parent? Oui, en fait, oui, je peux donner un exemple. On peut organiser un événement en disant aux gens à la population, on veut vous entendre sur l'accessibilité universelle. Je dis n'importe quoi. Mais si on met pas parfois certaines mesures, les personnes aînées, les personnes handicapées viendront pas. Parce que peut-être que le moment de la journée qu'on a choisi est pas bon, peut-être que la façon qu'on a communiqué l'information était pas la bonne. Donc, je sais pas, est-ce que ça précise suffisamment pour vous? Écoutez, nous, on fait, si tu permets, André, basé sur notre expérience, on a des activités, des conférences en ligne l'après-midi, mais on en a aussi à 7h30. Alors, ça dépend aussi. On essaie de rejoindre les publics, ceux qui sont plus dans l'après-midi. Et maintenant, avec les nouvelles technologies aussi, ce qui facilite le fait de rejoindre des personnes âgées, c'est des événements comme ce soir, ou donner la possibilité, oui, d'être en personne, mais aussi de participer à distance, et ensuite aussi de rendre disponible, comme vous le faites là, sur YouTube, les conférences, et aussi travailler avec les organismes communautaires. Par exemple, à Montréal, on a une table de concertation des aînés de Montréal, alors, qui régulièrement réunit l'ensemble des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes âgées. Alors, et des organismes comme le nôtre, là, où notre clientèle, on rejoint 1500 personnes avec notre infolettre. Alors, je pense que c'est d'utiliser tous ces moyens-là et de faire beaucoup de publicité, de pédagogie, d'information, de sensibilisation pour que les personnes aînées participent. Merci beaucoup. Je crois que nous, du côté des commissions permanentes, on a cette liste-là d'organismes et on a vraiment envoyé l'information le plus largement possible, mais
comme je l'ai fait avec les autres intervenants, je vous encourage à continuer à diffuser cette information-là. Il reste encore du temps, donc pour nous, plus il y aura de personnes aînées qui vont participer, plus heureuses nous serons. Vous avez également abordé la question du 3-1 en disant que c'était compliqué d'obtenir, de signaler des événements. Donc, par le 3-1, on peut le faire en ligne, on peut aussi le faire par téléphone, mais j'étais curieuse à vous entendre peut-être plus là-dessus. Vous avez eu des membres qui ont fait l'exercice et qui ont trouvé l'exercice fastidieux. Est-ce que vous avez plus? On a l'impression que tout le monde connaît le 3-1-1, mais c'est faux. Alors, dans notre groupe de travail, il y avait des membres qui n'avaient jamais appelé le 3-1-1. Mais le 3-1 est quand même assez facilitant. Quand on l'appelle, puis on s'identifie au niveau de l'arrondissement, s'ils ne peuvent pas répondre, ils nous orientent vers les diverses personnes. Alors, c'est de faire connaître plus, mieux, le 3-1-1 et aussi avoir peut-être des adresses, une adresse courriel ou un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler. Voilà. Parfait. Pour le numéro de téléphone, en fait, c'est le 3-1-1, mais je comprends qu'il y a un intérêt à avoir un courriel également pour certaines personnes. Ça pourrait être plus simple. Oui, par exemple, il y a un commentaire qui nous a été fait concernant le comité d'experts. Ce comité d'experts-là semble exister depuis longtemps. Il me semble que c'est depuis longtemps. Il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient que ce comité d'experts existait. Et comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'il y avait des représentants là, pour les personnes aînées? Alors, c'est de mieux communiquer l'information et de façon plus générale à la population, je dirais aînée, mais la population en général aussi. C'est pas tout le monde là, qui va prendre l'appareil puis va appeler le 311 puis faire part de ces problématiques. Alors, parce que vous identifiez, vous dites d'appeler et de signaler une problématique, une problématique en lien avec les ARC, mais c'est pas tout le monde là, alors, il faut faciliter par divers moyens de communication, là, par les journaux communautaires, les journaux locaux, faire connaître là, les façons de communiquer avec la ville. Merci beaucoup. Il nous reste environ une petite minute. Monsieur Ledoux, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Tantôt, vous aviez peut-être un petit mot de la fin que j'ai écourté. Eh bien, écoutez, c'est sûr que c'est un défi de rejoindre les personnes âgées. Personnellement, j'habite dans une RPA et nous avons 550 personnes. Et nos moyens qu'on a quand même de bons moyens de communication. Et la participation est toujours très faible à nos activités. C'est de l'ordre de 5 à 10 % seulement. Et 10 % à ce moment-là, je suis généreux. 10 % ça représente 50 personnes. Et c'est très rare qu'on a des activités où il y a 50 personnes. Alors, encore une fois, c'est un défi pour la Ville de Montréal d'essayer de rejoindre cette population, surtout du côté de la population âgée de 75-80 ans et plus. Alors, c'est un beau défi. Et puis, nous, on va tout simplement souhaiter qu'il y ait d'heureuses retombées de cette consultation importante pour que ça puisse assurer davantage la sécurité et le mieux-être des Montréalaises et des Montréalais. Et je remercie Madame Piccolo qui a fait une très bonne présentation de nos recommandations. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour votre présentation et votre participation ce soir et à notre consultation. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, c'est ce qui conclut les présentations pour ce soir. Donc, avant de lever l'Assemblée, j'aimerais remercier à nouveau toutes les personnes qui ont pris le temps de préparer une opinion, de venir aujourd'hui nous faire part de leur avis, également de répondre à nos questions parfois très précises. Donc, votre participation et votre collaboration dans le contexte d'une présentation virtuelle ont été vraiment grandement appréciées. Et je vous rappelle à tout le monde
que vous avez jusqu'au 31 mars pour nous soumettre vos opinions par courriel ou encore d'utiliser nos outils de consultation en ligne. Et puis, nos consultations, nos audiences publiques plutôt, vont se poursuivre le 27 mars prochain, cette fois-ci en personne à l'Hôtel de Ville. Et c'est possible pour toute personne membre du public d'y prendre part. Donc, vous pouvez arriver jusqu'à 30 minutes à l'avance, pas besoin de vous inscrire à l'avance. Donc, je vous invite à vous référer au calendrier qui est disponible en ligne pour savoir quel groupe, quelle personne va prendre la parole lors de cette assemblée du 27 mars prochain qui va débuter à 1h30. Donc, cette fois-ci, ce sera dans l'après-midi. Cette séance sera également web diffusée. Donc, vous pouvez y assister également de la maison, de votre lieu de travail, peu importe où vous serez sur cette planète. Donc, je demande maintenant à un membre de la commission de proposer la levée de cette séance. Madame Palestini propose la levée et Monsieur Bissonnette l'appuie. Donc, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée et au plaisir de se revoir le 27 mars prochain. Merci. Merci beaucoup, Madame Parent, pour votre présidence Merci. très professionnelle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde.